Amateurs de frissons, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter 2 histoires paranormales. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous appréciez ce contenu, de vous abonner et de laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. En attendant, je vous invite à vous plonger dans l'ambiance en éteignant les lumières et en portant un casque audio et je vous souhaite une bonne écoute. Se retrouver à avoir le béguin pour un parfait étranger, ça pouvait sembler bizarre, mais Alexandre avait vécu cette expérience. Dans des endroits aussi divers que le supermarché, un parc d'attractions ou même en vacances sur un bateau de croisière, il avait croisé des regards qui capturaient son attention. Dans ces instants fugaces, il se sentait poussé à vouloir paraître impressionnant, accessible, ou peut-être même à essayer de se donner un air cool et mystérieux. Cette interaction pouvait durer 1 minute, 1 heure, voire des semaines entières. Mais une fois le moment passé, il savait qu'il ne reverrait probablement jamais cette personne. En tant qu'usager régulier du métro depuis quelques années déjà, Alexandre était familier avec les trajets répétitifs. À 17 ans, vivant dans une grande ville sans possibilité d'avoir une voiture, il n'avait pas vraiment d'autre choix que de prendre les transports en commun. Sa mère, confrontée à des difficultés financières, refusait de le laisser trouver un emploi pour l'aider, préférant qu'il se concentre sur ses études et profite de sa jeunesse. Bien que cette réponse l'agaçât parfois, il comprenait la raison derrière cette surprotection. Le métro était devenu un compagnon constant pour lui. En particulier la ligne C, qui fonctionnait presque 24 heures sur 24 dans la ville de New York. Il était habitué à voir toutes sortes de gens et de situations, des musiciens de rue excentriques aux hommes sans-abri excentriques. Malgré quelques accidents survenus parfois, il devait continuer à utiliser le métro pour se rendre à l'école et faire des courses, bien que sa mère ait eu du mal à le laisser reprendre ses trajets après certains événements. Alors qu'il reprenait sa routine habituelle dans le métro après une période perturbée par ces incidents, Alexandre monta dans le train, fatigué et désireux de rentrer chez lui. C'est là qu'il rencontra cette personne. Enfin, techniquement, il ne l'avait pas encore rencontrée. Dès le premier regard, elle semblait être la personne la plus ordinaire à bord. Mais son simple coup d'œil se transforma rapidement en regard récurrent toutes les 5 minutes. Malgré ses tentatives pour se rappeler à l'ordre, il ne pouvait s'empêcher de l'observer. Elle était magnifique, avec des taches de rousseur parsemées sur sa peau telles des étoiles, des cheveux d'un roux pur effleurant à peine ses épaules, des boucles élégantes qui semblaient avoir demandé des heures de travail pour être parfaites, et des yeux d'un vert noisette simplement charmant. Chaque fois qu'Alexandre était dans le train, ce qui était presque tous les jours, il la cherchait et elle était là. Et il n'exagérait pas quand il disait chaque fois. Peu importe si c'était le week-end, tôt le matin ou tard le soir, elle était toujours là. Il l'avait vue pendant des mois, toujours à l'arrière. Elle portait toujours le même sweat à capuche vermante. Elle regardait par la fenêtre, sans même bouger la tête d'un pouce, fixant juste dans le vide. Ce qui était étrange, c'est qu'il ne l'avait jamais vue descendre à aucun arrêt, mais il avait simplement supposé qu'elle habitait plus loin que lui. Chaque jour, elle était là, et il voulait dire quelque chose, mais il ne pouvait tout simplement pas. Il n'avait jamais vraiment eu de chance avec les filles. Il pensait qu'il n'était tout simplement pas leur genre, et être constamment rejeté n'aidait en rien à booster sa confiance en lui. Mais il sentait vraiment que cette fille était spéciale, même s'il ne la connaissait pas vraiment. Alors, il devait essayer. Il devait lui faire comprendre qu'il existait. Après l'école, il a appelé sa mère et lui a demandé s'il pouvait dormir chez son ami Todd pour le week-end. Il vit à la limite de Harlem, donc ce ne serait pas si loin. En plus, ils pourraient aller à l'école ensemble le lundi et elle n'aurait pas à se soucier du dîner pour les prochains jours. Il a fallu un peu de persuasion, mais elle a finalement cédé. Il a dit à Todd qu'il irait chez lui plus tard. Ses parents étaient hors de la ville, donc il pouvait arriver quand il voulait. Mais il avait quelque chose à régler d'abord. Le moment était venu de mettre son plan en action. Il a passé la journée à faire des courses, à traîner avec quelques amis et à se préparer mentalement à ce qu'il devait dire et comment le dire. Plus tard, il est monté dans son train habituel et a regardé vers l'arrière. Et comme d'habitude, elle était là, regardant par la fenêtre, comme d'habitude. Elle était aussi magnifique que jamais. Il a sciemment manqué son arrêt et a attendu qu'elle descende d'abord pour pouvoir d'une manière ou d'une autre s'approcher d'elle. Il s'est dit que s'il se faisait horriblement rejeter, au moins il n'aurait pas de public. Mais son arrêt ne venait pas. Plus de gens montaient et descendaient, mais elle ne bougeait pas d'un pouce. C'était comme si elle n'écoutait même pas pour savoir où elle devait descendre, comme si elle était une statue parfaitement sculptée. Gêné, il a attendu pendant des heures, et il était déjà assez tard. Il a attendu jusqu'au point où il s'est assoupi. Il s'est réveillé en sursaut, espérant qu'elle n'était pas descendue pendant qu'il était inconscient. Mais elle était toujours là. Il a regardé l'heure et a vu qu'il était presque 2 heures du matin. Il a pensé que ça devenait ridicule, et il a trouvé le courage de se ressaisir et de se rapprocher d'elle. À ce stade, il n'y avait plus que eux et quelques autres personnes dans le train, tous dispersés. Alors, il s'est enfin dirigé vers elle et lui a tapoté l'épaule.
Alexandre se présenta maladroitement, essayant de briser la glace avec la jeune femme. Il avait remarqué sa présence à bord du train à plusieurs reprises, réalisant qu'il partageait probablement le même trajet quotidien. Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, il sentit quelque chose de bizarre dans son regard. Son expression était celle de la surprise, comme si elle avait été tirée brusquement de ses pensées. Mais bientôt, cette surprise se transforma en peur et confusion alors qu'elle le dévisageait. Des frissons parcouraient l'échine d'Alexandre, et il remarqua que son souffle se condensait dans l'air, une sensation étrange l'envahissant subitement. Il avait été parfaitement normal quelques instants auparavant, mais maintenant, il se sentait comme s'il faisait un froid glacial. La jeune femme murmura d'une voix tremblante, semblant à la fois effrayée et déconcertée par sa présence inhabituelle. Alors qu'Alexandre tentait de comprendre ce qui se passait, il fut interrompu par le regard terrifié de la jeune femme, fixé sur quelque chose derrière lui. Il se retourna lentement et vit un homme mince, vêtu d'un costume noir, se tenant à une vingtaine de pieds de là. Au début, l'homme semblait ordinaire, mais Alexandre remarqua bientôt que quelque chose n'allait pas. Son corps commençait à se tordre de manière inquiétante, ses membres s'étirant comme des ressorts rouillés, sa peau prenant une teinte grisâtre. La vue de cette transformation étrange et inquiétante enveloppa Alexandre d'une sensation de terreur croissante. Alors que chaque partie de son corps s'étirait de manière anormale, Alexandre vit lentement la tête de l'homme tournée vers lui. Ses yeux s'agrandirent, presque disproportionnés par rapport à son visage, et un sourire malveillant déforma ses lèvres, révélant une rangée de dents irrégulières empilées les unes sur les autres. La tête de l'homme semblait flotter au-dessus de son corps déformé, émettant une mélodie étrange et sinistre. Incapable de bouger, Alexandre sentit une peur paralysante le submerger alors que l'homme se rapprochait de lui, laissant échapper de la mousse de ses yeux. Alors qu'Alexandre était convaincu que tout était perdu, les annonces du train mirent fin à son cauchemar momentanément. Les haut-parleurs grésillèrent et annoncèrent l'arrêt suivant, Harlem, 125e rue. Malgré la panique qui le submergeait, Alexandre se sentait toujours figé sur place, incapable de bouger. Heureusement, la jeune femme à ses côtés prit les choses en main, agrippant sa chemise et le poussant fermement vers les portes ouvertes du train. Sa voix, empreinte d'un mélange de colère et de protection, résonnait dans l'air étouffant du métro. Elle lui intima d'une voix ferme mais empreinte de sollicitude « Tu dois partir d'ici, maintenant ». Les mots vacillants d'Alexandre trahissaient sa confusion et son désarroi alors qu'il tentait de trouver des réponses. Mais il était déjà en train d'être éjecté du train par la force de la jeune femme. « Sors !» ordonna-t-elle, son ton impérieux ne laissant guère de place à la discussion. Elle l'avait poussé hors des portes et Alexandre avait à peine pu retrouver son équilibre. Il avait trébuché et s'était assis par terre, observant les portes se fermer et le train partir avec elle et cette chose à bord. Sa respiration était revenue à la normale, mais il tremblait. Il n'avait aucune idée de ce qu'il devait dire ou faire. Il pouvait à peine concevoir ce qui venait de se passer, alors il s'était simplement levé et avait décidé de se rendre chez Todd. C'était probablement à seulement une trentaine de minutes, mais cela avait semblé durer des heures. Il était épuisé il n'y a pas si longtemps, mais maintenant, il n'était même pas sûr de pouvoir s'endormir pendant longtemps. Il avait frappé à la porte de Todd et l'avait trouvé tout juste sorti du lit. Mais il le connaissait très bien et Todd était probablement debout depuis des heures. Il avait des chips partout sur sa chemise et il tenait une manette tandis que sa télévision était à fond dans une pièce voisine. Alexandre se sentit envahi par un étrange sentiment d'absence alors que Todd lui parlait. Il ne pouvait pas vraiment se concentrer sur les mots de Todd. C'était comme si son esprit était ailleurs, détaché de la réalité présente. Todd, un sourire narquois aux lèvres, lui avait demandé où il était passé, exprimant son inquiétude de l'avoir attendu toute la journée. Il lui avait même demandé s'il était défoncé, offrant même une demande sarcastique sur la disponibilité de la substance. Alexandre, luttant pour se reconnecter à la conversation, répondit d'une voix lasse qu'il n'était sous l'effet de rien et qu'il pourrait en discuter demain. Il ne voulait pas entrer dans les détails, incapable de même articuler ce qui s'était passé. Tout ce qu'il voulait, c'était dormir. Le sourire de Todd s'était effacé. Il pouvait clairement voir qu'Alexandre n'était pas d'humeur à plaisanter. Il lui avait tapoté le dos pendant qu'Alexandre s'installait dans la chambre. Dormir chez Todd était toujours agréable. C'était comme une deuxième maison. Le frigo était toujours plein. Ça sentait l'automne tout le temps. Et les lits étaient la chose la plus confortable sur laquelle Alexandre ait jamais dormi. Todd avait gardé son lit superposé qu'il partageait avec son frère avant qu'il ne parte pour l'université. Donc Alexandre prenait toujours le lit du haut. Il s'était allongé avec 1000 pensées qui lui traversaient l'esprit. Qu'était cette créature ? D'où venait-elle ? Que voulait-elle ? La fille allait-elle bien ? Et si elle était morte ? Avait-il laissé une fille mourir alors qu'il aurait pu faire quelque chose ? Non, elle l'avait poussé dehors avant qu'il puisse même réfléchir. Était-ce réellement réel ? Ou hallucinait-il de fatigue ? Non, si c'était réel, ça aurait dû être dans les actualités ou quelque chose du genre. Alors que sa tête s'habitait à la fraîcheur de l'oreiller, Alexandre se retrouva à s'endormir. Au moins, cela lui apporterait un peu de paix pour la nuit.
Le lendemain matin, Alexandre avait regardé partout dans les actualités pour voir s'il y avait des rapports sur une fille morte ou un monstre dans le même train cette nuit-là. Mais rien n'était apparu. Il s'est dit que ça devait être un rêve éveillé réaliste ou quelque chose du genre. En fait, il était plus préoccupé par l'état de la fille, mais il n'y avait vraiment aucun moyen de la trouver. Il ne savait rien d'elle, où elle habitait ou même son nom. Il savait seulement à quoi elle ressemblait et où elle se trouvait toujours. C'était un saut énorme dans l'inconnu. Il doutait qu'elle soit près de ce train après ce qui s'était passé. Mais que pouvait-il faire d'autre ? Le lendemain matin, Todd harcela Alexandre sur la raison pour laquelle il avait frappé à sa porte en ayant l'air d'un désastre. Alexandre ne pouvait évidemment rien lui dire avant d'avoir des réponses, avant d'être sûr que c'était réel. Il se dirigea vers le métro sans vraiment savoir à quoi s'attendre. Il attendit une éternité que ce stupide train arrive, presque ayant du mal à y croire quand il était enfin là. Il hésita à monter, mais se rappela d'une des plus grandes règles de New York, les gens sont un type de trafic. Et on ne s'arrête pas au milieu du trafic en mouvement. Alors que les portes se fermaient, il regarda vers l'arrière, au-delà des hommes d'affaires bien habillés collés à leur téléphone, des dames grincheuses qui auraient vraiment besoin de trouver une autre occupation, et des drogués qui marmonnaient des absurdités. Et là, elle était là, à sa place habituelle, dans sa routine, comme si la nuit précédente n'avait jamais eu lieu. Elle n'était pas entourée de beaucoup de gens, tout le monde était plus vers l'avant, ce qui était en fait préférable parce que Alexandre ne pensait pas qu'il voulait que quelqu'un entende cette folie avec laquelle il luttait. Il marcha prudemment jusqu'à elle, n'ayant pas vraiment réfléchi à ce qu'il devait dire, mais pensant que ça valait la peine d'essayer de toute façon. Il se retrouva juste à côté d'elle, et à peine put-il faire bouger ses lèvres qu'elle lui dit « Si tu veux me parler, sors ton téléphone et fais semblant d'appeler quelqu'un. C'est plus sûr de cette manière. » Elle avait remarqué qu'il cherchait à s'assurer qu'il pouvait parler en toute sécurité. Habituellement, il aurait trouvé cette suggestion ridicule, mais étant donné la situation délicate dans laquelle il se trouvait, il décida de jouer le jeu. Il sortit son téléphone de sa poche, suivant ses instructions à la lettre. Il simula même un appel, composant quelques numéros pour donner l'illusion de la réalité. Après avoir maintenu le téléphone devant lui pendant quelques instants, il rassembla son courage et posa sa première question en lui demandant si elle était blessée. Son regard se fixa finalement sur elle. Elle semblait un peu surprise par sa question. Après tout ce qu'il avait vu, c'était sa principale préoccupation. « Il le faut. Cette chose ne t'a pas fait de mal, n'est-ce pas ?» insista-t-il. Elle esquissa un léger sourire. « Ne t'en fais pas pour moi. Je vais bien. Merci de demander. En fait, je suis plus préoccupé par toi. » Il hocha la tête, partageant son inquiétude. « Alors, qui es-tu ? Et ce train ? Et ce monstre ? Je n'ai jamais rien vu de tel. » Son visage se figea. « Veux-tu vraiment savoir ?» Il regarda directement dans ses yeux verts. « Je ne serais pas revenu si je ne voulais pas savoir. » Zoé semblait peser ses mots, son regard se perdant dans le vide, comme si elle revivait chaque détail de son histoire. Elle commença à narrer, expliquant les événements qui l'avaient conduite à cette situation inhabituelle. Elle se présenta simplement comme Zoé, sans nom de famille, ni souvenir, à part celui de son prénom. L'idée d'un passé, d'une famille ou de quelqu'un la recherchant semblait étrangement lointaine. Quant au train, elle expliqua qu'elle était littéralement incapable de partir. Ses premiers souvenirs étaient de se réveiller dans ce lieu étrange où des tentatives pour communiquer avec d'autres passagers étaient accueillies par un silence glacial, comme si elle n'existait pas. Sa narration s'intensifia lorsqu'elle décrivit ses efforts désespérés pour quitter le train, se heurtant à une force invisible qui la maintenait prisonnière. Elle avait tenté de solliciter de l'aide en vain, réalisant finalement qu'elle était invisible et inaudible pour tous ceux autour d'elle. La frustration et la peur la consumaient alors qu'elle se retrouvait seule, incapable de trouver une issue. L'homme mince, une créature sinistre dont elle avait entendu parler, avait été l'un des rares à la reconnaître. Ses mots laissaient planer une atmosphère de terreur et de fatalité. Zoé expliqua que cette entité, rarement vue et énigmatique, avait proféré des paroles sombres affirmant que tous étaient morts et devaient s'y habituer avant de disparaître dans les ténèbres. Face à l'incompréhension de son interlocuteur, Zoé prit le temps d'expliquer le concept de ces rares individus vivants capables de voir les âmes coincées comme la sienne. Elle raconta comment leur rencontre avec Alexandre était inhabituelle, puisqu'il était le premier à oser leur parler. Le dialogue entre Alexandre et Zoé révéla une étrange réalité à laquelle Alexandre peinait à s'adapter. Zoé exprima sa gratitude pour cet échange rare, craignant que l'homme mince n'ait trop perturbé Alexandre. Alexandre, malgré sa surprise, répondit avec une légèreté inattendue. Eh bien, il l'a certainement fait. Mais c'est bon, j'avais l'impression d'être assez constipé ces dernières semaines, donc j'avais vraiment besoin de ça. Zoé éclata de rire, un rire sincère qui semblait libérateur. Elle confia à Alexandre, avec un sourire reconnaissant, qu'elle n'avait pas eu de conversation aussi normale depuis longtemps. Puis, elle se tourna vers la fenêtre, semblant presque en paix avec son éternité dans ce train. C'est alors qu'Alexandre eut une idée. « Attends,
Peut-être que je peux t'aider ?» Zoé, intriguée, demanda comment il pourrait l'aider. Alexandre évoqua la possibilité que des affaires inachevées retiennent l'esprit de Zoé dans ce train, citant des exemples de fantômes dans des livres et des films. Alexandre, touché par la situation de Zoé, offrit son soutien. Il était déterminé à l'aider à trouver la paix. Zoé accepta l'aide d'Alexandre à une condition, qu'il lui parle une fois par jour pour la garder saine d'esprit. Alexandre promit, reconnaissant la confiance qu'elle lui accordait. Elle lui donna alors rendez-vous le lendemain soir à 22h en spécifiant qu'il y aurait de moins en moins de monde et qu'elle le présentera à sa famille. Intrigué, Alexandre demanda qui était cette famille. Mais Zoé garda le mystère intact. Alors que le train s'arrêtait, Alexandre dit au revoir à Zoé, sa mission en tête. Il était peut-être partial parce qu'il l'aimait vraiment, mais c'était plus que ça. Il allait l'aider, quoi qu'il en coûte. Apparemment, il avait ce don de voir des gens sur un tout autre plan existentiel, et il se demandait combien il en avait vu sans le savoir. Faire ses courses au magasin, faire son jogging du matin, jouer au parc. Quels esprits étaient coincés au même endroit, faisant la même chose pour toujours. En finissant ses pensées, les portes se sont ouvertes, le saluant d'une brise légère et d'un ciel dégradé rose et bleu. Il a à peine pu faire quelques pas avant de geler complètement. Son souffle était de nouveau visible. Il avait des frissons, comme si sa peau gelait. Il a entendu un fredonnement familier. Sur le banc, à quelques mètres devant lui, se trouvait ce cauchemar qu'il espérait ne jamais revoir. Le même homme mince et maigre regardant là où il ne pouvait pas voir son visage. Mais il savait que c'était lui. Il était assis là, en l'attendant. C'était l'homme mince. Il y a quelques années, Marc et sa petite sœur Élodie fréquentaient la même école. Marc était en 5e année, tandis qu'Élodie était 3 ans plus jeune. Marc était responsable d'accompagner sa sœur dans le bus scolaire, puisqu'ils prenaient le même trajet. Alors que la fin des cours approchait, Marc se dirigeait vers le couloir pour se préparer à récupérer Élodie. À ce moment-là, peu de personnes se trouvaient dans les couloirs, à l'exception des autres partenaires de bus. Cependant, une légende circulait dans l'école concernant un escalier aux carreaux bleus et blancs. On racontait que monter cet escalier en retenant son souffle provoquait des sensations étranges, voire des évanouissements. Marc avait l'habitude de passer devant cet escalier en retenant son souffle par superstition. Un jour, alors qu'il jetait un coup d'œil à l'escalier, il remarqua un petit garçon recroquevillé dans un coin en dessous. Il semblait le fixer, portant un vieux sac à dos bleu et un t-shirt de la NASA. Intrigué, Marc se retourna pour regarder à nouveau. Mais le garçon avait disparu, laissant Marc se demander s'il l'avait simplement imaginé. Le lendemain, à la même heure, il croisa à nouveau le regard du garçon. Cette fois-ci, il remarqua que le garçon était légèrement transparent, une vision qui le terrifia. Malgré sa peur, il continua son chemin, retenant son souffle comme d'habitude. Ce phénomène se reproduisit tout au long de la semaine, avec chaque jour une rencontre visuelle avec le garçon. Marc décida finalement de partager son expérience avec son ami. Mais même après cela, il ne put chasser un sentiment d'anxiété qui l'envahissait. Un jour, Marc décida de braver sa peur en montant l'escalier sans regarder en dessous. Cependant, alors qu'il gravissait les marches, il sentit une présence derrière lui. Se retournant, il vit le garçon se précipiter vers lui. Pris de panique, Marc se mit à courir. Mais avant de disparaître, le garçon lui lança un avertissement. Ne le dis à personne. Après cette expérience terrifiante, Marc partagea tout avec son ami Milo, malgré les avertissements du garçon fantôme. Il savait que Milo le regardait avec inquiétude, mais il ne pouvait pas garder ça pour lui. Finalement, il se leva et alla récupérer Élodie, se demandant ce qui se cachait derrière ces apparitions mystérieuses. Cette nuit-là, des événements étranges ont commencé à se produire. Les rideaux de la chambre de Marc bougeaient comme s'ils étaient agités par un vent invisible. Pourtant, les fenêtres étaient fermées. Marc a vu l'image troublante du garçon dans son miroir, le fixant du coin de l'œil. Mais dès qu'il s'est tourné pour le regarder directement, le garçon avait disparu. De plus, il entendait une voix de petit garçon, même s'il n'avait aucun frère dans la maison. Marc a partagé ses expériences avec sa mère, qui n'a pas cru à ses récits, mais sa sœur, Élodie, elle, le croyait. Ayant déjà eu des expériences avec des phénomènes paranormaux, Élodie était plus réceptive aux histoires de son frère. Les manifestations se sont poursuivies chaque nuit jusqu'à ce que leur mère les emmène, Marc et Élodie, au taekwondo. Lors du trajet en voiture, Marc a partagé à nouveau son expérience avec sa mère. À sa grande surprise, sa mère a confirmé qu'un petit garçon autiste avait eu un accident fatal dans leur ancienne école en faisant du skateboard dans les escaliers, portant les mêmes vêtements que ceux décrits par Marc. Cette révélation a secoué Marc, car sa mère n'avait jamais partagé cette histoire auparavant, ce qui a renforcé sa conviction que ces expériences n'étaient pas le fruit de son imagination.
Un an plus tard, alors que Marc et Elodie utilisaient une planche de Ouija à l'école d'Elodie, ils ont eu une expérience troublante. La planchette a semblé répondre à leurs questions, confirmant la présence du fantôme de Marc et indiquant qu'il était là pour protéger sa sœur. Des cailloux ont alors commencé à tomber sur eux, mais la planchette a nié que ce soit l'action du fantôme. Bien que Marc n'ait plus jamais revu le garçon depuis, Elodie continuait de l'apercevoir. Cette expérience a laissé Marc préoccupé par la sécurité de sa sœur, craignant qu'elle ne soit confrontée à des épreuves similaires à celles qu'il avait vécues. Alors qu'il réfléchissait à ces événements dans sa chambre, Marc se rendait compte que personne ne croirait à son histoire tant qu'ils ne l'auraient pas vécue eux-mêmes. Malgré cela, il voulait transmettre un message. Si un fantôme choisit de vous contacter, c'est que vous êtes peut-être quelqu'un de spécial. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ces histoires vous auront plu. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne, laisser un commentaire et vous abonner. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux frissons et à la prochaine.